Et avec nous pour ce club, on est ravis, Nathalie Moret. Bonjour Nathalie. Bonjour, merci d'être là, journaliste politique pour les journaux du groupe Evra, les journaux de l'Est de la France. Erwan Lestron, bonjour Erwan. Bonjour. Merci également d'être avec nous, directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. J-6 du premier tour J-5 même du premier tour des législatives. On fera le point sur la campagne, on découvrira justement le baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale. Quelles sont les motivations du vote des Français? Quels sont vos pronostics pour les résultats de dimanche? On va découvrir tout ça. Et Alex, on verra que c'est compliqué pour l'exécutif. Et oui, le président de la République qui connaît sa cote de popularité la plus basse depuis qu'il est arrivé au pouvoir. On voit ça dans quelques instants. C'est législatif, c'est aussi l'actualité dans nos régions. Et durant cette courte campagne, nous suivons des candidats dans leur circonscription. Samia Dechir et Lina Boudjeroudi nous emmènent dans les Alpes-Maritimes, la terre d'élection d'Éric Ciotti. On va dans la circonscription de Michèle Tabarot. C'était une proche d'Éric Ciotti, mais elle ne l'a pas suivi. Elle défend l'étiquette Les Républicains et elle bataille avec un candidat RN et des électeurs de droite qui n'y voient pas toujours très clair. On regarde. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir, de faire un tonnerre d'applaudissements à Madame Michèle Tabarot, députée de la 9e circonscription des Alpes-Maritimes. C'était une proche d'Éric Ciotti, élue sur les mêmes terres. L'alliance passée secrètement par le président de son parti avec l'extrême droite, Michèle Tabarot, l'a vécue comme une trahison. Nous qui sommes engagés dans cette famille politique depuis tant d'années, nous avons très mal vécu la décision d'Éric Ciotti. C'est quelque chose qui pour nous a été inacceptable. Michèle Tabarot repart en campagne avec une ligne claire, pas d'alliance avec le RN, ni avec la majorité présidentielle, qui ne présente pourtant aucun candidat face à elle. Et puis mes amis, pour ceux qui disent qu'il y a des petits arrangements entre amis, il n'y en a pas. Moi je ne connais pas ça. Moi, je ne suis pas à vendre. Les militants qui ont fait le déplacement pour ce meeting à Grasse approuvent sa ligne, mais semblent tout de même un peu déboussolés. Ah, on est paumé. On est paumé. J'ai 80 ans, moi. Hein. On est perdu. J'espère que le parti va survivre. Il y a la moitié qui sont partis avec Ciotti et les autres qui sont restés dans leur canal historique, on va dire. Pour rassurer un électorat un peu perdu, Michèle Tabarot, élue 5 fois députée depuis 2002, compte surtout sur son ancrage local. Je pense que le tort est fait au niveau national, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lisibilité. Sur le terrain, c'est différent. Ils me connaissent, ils connaissent mes votes, ils connaissent mon travail. C'est quelque part rassurant pour eux de savoir que j'ai un bilan, que j'ai une action avec les maires de notre territoire. Le candidat d'extrême droite, lui, mise au contraire tout sur une figure nationale, celle de Jordan Bardella. Bonjour, pour l'élection législative, pour amener Jordan à Matignon. Écoutez, je vous en prie, merci. Non, mais pourquoi pas, hein. On a tout essayé, essayez-nous, si nous adoptez. Sur le marché de Pégoma, devant la permanence de Michèle Tabarot, Franck Galbert reçoit un accueil plutôt bienveillant. Il y a 2 ans, il s'était incliné face à elle avec plus de 30 points d'écart. Cette fois, il compte bien profiter des divisions de la droite. Tabarot était le nom de symboliser la droite forte, maintenant elle symbolise la droite molle. Elle n'a pas rejoint Éric Ciotti, ce qui a surpris énormément de LR locaux, qui se joignent à moi actuellement, qui m'appellent, surtout les jeunes LR qui m'appellent, qui me rejoignent dans la campagne et qui vont militer pour nous et qui vont voter pour nous. Quelques mètres plus loin, le Front populaire courtise le même électorat. Je m'appelle José Garcia Abia, je suis le candidat dans la 9e circonscription pour le Front populaire et le Parti socialiste. D'accord. Voilà. Si, monsieur. Donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Ok. Et empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Ok. Voilà. Bien. Parce que monsieur Macron nous a mis un peu dans la mouise. On va dire ça comme ça. Oui, Sur ces terres de droite, la gauche n'est pas en position de force, mais espère un sursaut de participation. J'ai fait du porte-à-porte et quand les gens me disent « ce coup-ci, je vais aller voter », et quand on voit le nombre de procurations qu'on nous demande, je pense qu'on aura un taux important de vote. Et si ce taux est important, peut-être que je peux être au 2e tour et on ne sait pas ce qui va se passer. Difficile en effet de faire des pronostics dans ce département des Alpes-Maritimes où les déchirements de la droite brouillent les repères habituels des électeurs. Et on va regarder la liste de tous les candidats dans cette 9e circonscription des Alpes-Maritimes. On vous rappelle que le premier tour de ces législatives anticipées
aura lieu dimanche. On a vu la campagne de Michel Tabarot, Nathalie. Michel Tabarot a fait campagne sur son nom, sur son ancrage local, sur son bilan. C'est le plus grand atout des candidats LR ? Ah ben oui, absolument. C'est leur ancrage territorial. Ils étaient 62, maintenant plus que 61 à l'Assemblée nationale. Ils avaient déjà été élus en 2022 sur leur propre nom, puisque la réélection d'Emmanuel Macron, ça avait été pour eux vraiment quelque chose de difficile, puisqu'ils avaient été très, très anti-Macron. Là, c'est ce qui va se passer. Ils ont été totalement pris de court par la dissolution, comme tous les partis, mais en plus par le départ d'Éric Ciotti. Donc c'est vrai que sur le terrain, les électeurs sont complètement perdus. Pour l'instant, sur les retours que j'ai, moi, des électeurs, enfin des candidats LR, canal historique qui sont sur le terrain, tous me disent la même chose. Pour nous, c'est catastrophique, la séquence. Mais moi, localement, les gens me connaissent, donc ça va passer. Donc, effectivement, vous allez pouvoir nous le dire, mais environ les 2/3 des candidats LR devraient ont de bonnes chances d'être réélus. Mais effectivement, c'est un peu la panique sur le terrain. Ouais, ça veut dire qu'il va y avoir une différence entre le vote des européennes et le vote des législatives. Le vote des législatives, il se fait beaucoup plus sur le nom, sur la personnalité. Oui, alors c'est vrai qu'on l'a beaucoup répété au cours des dernières semaines, c'est qu'il ne faut pas prendre les élections européennes et le rapport de force national pour ce qui va se passer aux législatives. Par contre, quand on parle des Alpes-Maritimes, c'est quand même un territoire où la tectonique des plaques électorales a été très très forte aux européennes et c'est difficile de ne pas en tenir compte. Si on regarde l'élection législative de 2022, Franck Galbert, donc le candidat RN, était déjà opposé à Michel Tabarot. Il avait eu 7500 voix au premier tour de l'élection législative. Quand on regarde les résultats des européennes dans la 9e circonscription des Alpes-Maritimes, la liste de Jordan Bardella a eu 16 500 voix, c'est-à-dire plus de 2 fois plus. Donc il va quand même, forcément, il y a une conversion au vote RN qui s'est faite. Et pour l'instant, il y a une certaine inconnue autour de tout ça. C'est est-ce qu'il y a une poussée pour le Rassemblement national qu'on va retrouver des élections européennes vers ces élections législatives, ou si l'ancrage local donne une prime aux candidats LR qui sont installés et qui fonctionnent beaucoup mieux dans les élections locales que le Rassemblement national qui marche mieux dans les élections nationales. On le voit d'ailleurs, il y a 2 stratégies. Il y a Michel Tabarot qui fait vraiment campagne sur son nom, sur son ancrage local, et il y a le candidat du RN qui lui dit votez Jordan à Matignon. Voilà, alors toute la question est de savoir est-ce qu'on est sur un acte 2 des élections européennes ou sur une élection territoriale spécifique, et je pense qu'on le constatera dimanche soir. J'ajoute juste que sur les Alpes-Maritimes, le résultat dans la circonscription d'Éric Ciotti peut expliquer en grande partie pourquoi il fait le choix de rejoindre le Rassemblement national, puisque lors des dernières élections européennes, donc le 9 juin, ça paraît loin, mais c'était quand même juste il y a 15 jours, le candidat du DLR, François-Xavier Bellamy, arrive en 6e ou 7e position dans la circonscription d'Éric Ciotti. Très très loin évidemment derrière le RN. Donc le calcul d'Éric Ciotti, il est simple. S'il veut être réélu dans sa circonscription et s'il veut ensuite avoir des chances d'obtenir la ville de Nice, parce que c'est son objectif et c'est la grille de lecture qu'il faut avoir quand on veut essayer d'analyser le comportement d'Éric Ciotti, il n'a qu'une seule solution, rallier le Rassemblement national. Alors justement, Éric Ciotti, on a vu Michel Tabarot qui était très proche d'Éric Ciotti, ils sont du même département, qui ne l'a pas suivi. Il y a juste une députée, Christelle Dintorni, elle aussi des Alpes-Maritimes, qui l'a suivi. Est-ce qu'il a échoué dans son opération ralliement à Bardella ? Pour moi, c'est une grille de lecture que j'ai du mal à avoir. Oui, il a échoué dans la mesure où il pensait qu'il y aurait plus de députés qui le suivraient dans un premier temps. Donc ça, c'est aujourd'hui. Mais la grille de lecture, à mon avis, qui est la seule qu'il faut avoir, c'est la grille de lecture du 7 juillet. Est-ce qu'au soir du 7 juillet, si le Rassemblement national est très haut, est-ce qu'un certain nombre de députés qui vont être réélus et qui sont restés LR n'auront pas la tentation de suivre Éric Ciotti et Marine Le Pen pour gouverner la France? C'est là, à mon avis, qu'il faudra regarder, et pas vraiment aujourd'hui. Ouais. Là-dessus, et est-ce que ce choix, on l'a vu dans le reportage, est-ce que ce choix, il déboussole aujourd'hui les électeurs de droite ou pas? Non, il y a moins de débats au sujet des électeurs qu'au sujet des dirigeants. En tout cas, il n'y a pas de veto absolu au sujet des électeurs. On avait fait un sondage la semaine dernière où on voyait que la moitié des sympathisants LR étaient favorables au ralliement d'Éric Ciotti. Donc il y a l'autre moitié qui est défavorable. Ça ne suffit pas pour engager tout le parti. Mais par contre, je rejoins ce que disait Nathalie Moret. Il y a vraiment une grande possibilité que beaucoup des députés investis RN, LR, Canal Dissident soient élus le 7 juillet et soient une force d'appoint pour le Rassemblement national à l'Assemblée nationale, ce qui ferait du pari d'Éric Ciotti un pari plutôt gagnant. Donc attendons de voir dans les urnes ce qui se passe, mais la réalité des électeurs sera peut-être très différente
des positions des dirigeants. Allez, on continue à parler de ces législatives. On va découvrir, comme tous les mois, le baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale. Et d'abord, comme tous les mois, Alex, on commence par la cote de popularité de l'exécutif. Elle est en chute libre pour Emmanuel Macron. Oui, seulement 27% des Français estiment qu'Emmanuel Macron est un bon président de la République. C'est 6 points de moins que le mois dernier. Une cote d'adhésion d'Emmanuel Macron qui n'a jamais été aussi basse, sauf au début de la crise des Gilets jaunes fin 2018. La popularité de son Premier ministre Gabriel Attal baisse également, mais dans une moindre mesure. 42% des Français estiment que Gabriel Attal est un bon Premier ministre. C'est 2 points de moins que le mois dernier. La cote de popularité d'Emmanuel Macron, on avait dit qu'elle était légèrement remontée le mois dernier, elle était à +2. La -6, c'est quoi? Il paye la dissolution? Il y a un double effet négatif, c'est-à-dire que non seulement il y a eu une déroute électorale qui montre l'incapacité de la majorité présidentielle à poursuivre sa dynamique, et en plus il y a ajouté de la confusion démocratique. Donc c'est ce qu'on disait, sa cote de popularité est aujourd'hui au plus bas, au niveau des Gilets jaunes, mais au moment des Gilets jaunes, il avait pu initier le grand débat national qui lui avait permis en 6 mois de regagner 10 points de popularité. Là, il initie un autre grand mouvement démocratique national, mais on voit mal comment il pourrait en sortir gagnant, à la différence du grand débat national. Et c'est vrai que tout ce que ça montre, c'est beaucoup plus un président qui se dirige vers une dissolution qui terminerait comme celle de Jacques Chirac en 1997, que comme le général de Gaulle en juin 1968, quand il était sorti plutôt grandi, conforté par les urnes, les électeurs ayant peur d'une mise en péril de la paix sociale nationale. On se dirige plutôt vers un scénario perdant pour Emmanuel Macron, ce qui n'est pas de nature à faire remonter sa popularité. Nathalie. Il y a une phrase dans votre reportage tout à l'heure qui m'a interpellée. Il y a le monsieur de gauche de la circonscription d'Éric Ciotti ou de Michel Tabarot qui dit « Monsieur Macron nous a mis dans la mouise ». En fait, c'est les retours que j'ai de partout, de toutes les circonscriptions. Il y a une très grande incompréhension vis-à-vis de cette dissolution surprise. À partir du moment où c'est pas compris, forcément, on lui en veut. Et cette sidération-là, aujourd'hui, elle est passée et on est rentré dans le cycle de la colère. Et c'est ça qui est, électoralement, être dans le cycle de la colère, c'est quelque chose qui n'est pas du tout porteur pour le chef de l'État, qui, à mon avis, va le perdre dans les urnes. Et Gabriel Attal, on va le voir, Gabriel Attal, alors, il y a une chute, mais moindre que celle d'Emmanuel Macron, il est à -2. Elle s'explique comment? Et ça reste quand même très positif pour Gabriel Attal. On voit que la spirale négative dans laquelle se situe la majorité présidentielle ne pèse pas du tout sur la cote de popularité de Gabriel Attal. Et ce 42% de bonnes opinions aujourd'hui, de Français qui considèrent qu'il est un bon Premier ministre, montre que déjà sa cote d'adhésion n'est pas érodée par l'exercice du pouvoir. C'est quand même une personne qui est au premier plan depuis 6 mois et dont la cote d'adhésion ne s'érode pas. Et ensuite, alors qu'on va rentrer dans une phase de recomposition de la gouvernance nationale, c'est important d'identifier les personnalités qui sont populaires à proche des 50% auprès des Français. C'est pas quelque chose qui est courant dans le paysage politique. C'est aujourd'hui, Gabriel Attal, la personnalité politique préférée des Français, quand bien même il est au premier plan. Donc aujourd'hui ou demain, c'est une personnalité qui va compter dans le paysage politique national. Il faut tenir compte quand même de cette cote de popularité élevée. Ça veut dire que l'opération de Gabriel Attal, élisez-moi à Matignon, hein, c'est ça son slogan, ça peut marcher, Nathalie? Je ne sais pas si ça peut marcher. En tous les cas, je pense qu'il travaille beaucoup aujourd'hui, Gabriel Attal, pour l'avenir. On ne pourra pas le prendre en traître et on ne pourra pas dire qu'il n'a pas tout fait pour essayer d'être le leader et d'incarner cette campagne électorale. Quand il dit « Élisez-moi Premier ministre », il reprend le slogan de Jean-Luc Mélenchon en 2002 et effectivement, il incarne la campagne pour la majorité et il essaye de la tirer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il travaille pour l'avenir. Il sait sans doute que la majorité est en mauvaise posture pour gagner ces élections législatives et il essaye de se positionner pour incarner le bloc central dans la recomposition politique qui interviendra après le 7 juillet. Alors justement, on va parler du bloc central parce qu'Alex, on va voir le palmarès de l'adhésion. Le podium des personnalités préférées des Français reste inchangé, mais derrière, ça bouge. Oui, Édouard Philippe est toujours en tête de ce baromètre de popularité des personnalités politiques avec 40% d'opinions favorables, devant Jordan Bardella 37%, Marine Le Pen 35%. Et effectivement, derrière, on observe une remontée des personnalités politiques de gauche. Raphaël Glucksmann avec 33% d'opinions favorables, plus 13 points par rapport au mois dernier, devant Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, 29%, plus 6 points, et François Ruffin qui a une cote d'adhésion de 28% en progression de 7 points.
Édouard Philippe, toujours indétrônable, il n'est pas impacté non plus par les difficultés de la majorité? Non, et comme Gabriel Attal, ça fait partie des personnalités qui continuent à pouvoir incarner le « en même temps » d'Emmanuel Macron. Il a 45% de cote d'adhésion auprès des sympathisants PS, plus de 60% auprès des sympathisants LR, une cote très élevée auprès des sympathisants Renaissance. C'est avec Gabriel Attal la dernière personnalité à pouvoir assumer une certaine popularité auprès des partis de l'arc républicain. Nathalie, ça peut lui permettre de reconstituer une majorité autour de lui, c'est un peu son ambition du moment. C'est son ambition. Après, je pense que savoir s'il arrivera à composer une majorité qui irait des sociaux-démocrates au LR modéré, tout ça, c'est quelque chose qu'on va lire le 7 juillet au soir. Mais c'est effectivement son ambition. On le voit depuis, j'allais dire un petit mois et demi avant la campagne des européennes. Il est extrêmement loyal au président de la République, c'est-à-dire qu'il s'incarne dans la majorité, mais de plus en plus libre. Je vous rappelle qu'il présente un certain nombre de candidats pour ces élections législatives anticipées au nom de Ensemble pour la République, qui est donc le nom sous lequel les candidats de la majorité présidentielle concourent, mais en même temps sous l'étiquette Horizon. Donc on voit bien qu'il est dans la majorité, mais qu'il travaille pour l'avenir. Et je rebondis sur ce qu'on disait avant sur Gabriel Attal, il va y avoir, j'allais dire, une bataille entre les deux, pour savoir justement qui va incarner cet axe central. Est-ce que ça va être plus Édouard Philippe qui a pris une longueur d'avance puisqu'il installe son parti sur tout le territoire, ou est-ce que ça peut être Gabriel Attal, plutôt sur l'axe centre-gauche? Ça va être ce qui va nous occuper, nous, journalistes politiques, dans les prochains mois. Il y a une percée énorme de Raphaël Glucksmann dans ce baromètre des personnalités, plus 13. Oui, tout à fait, mais parce que l'heure est à la bienveillance au sein de la gauche, dans le contexte de la réunion du nouveau Front populaire, où finalement les LFI se sont associés avec Europe Écologie Les Verts, avec le Parti Socialiste, avec le NPA, avec Génération. Les jugements des autres partis, des sympathisants des autres partis font preuve de beaucoup plus de mansuétude. Pour vous dire, Raphaël Glucksmann, c'est 72% de cote d'adhésion auprès des sympathisants PS, mais il arrive même à 45% auprès des sympathisants LFI, ce qui était peut-être inimaginable il y a 2 mois. Donc cette remontée de la bienveillance au sein des différents courants de la gauche porte même François Hollande sur le trio des personnalités préférées des sympathisants de gauche. On voit bien qu'en dehors de Jean-Luc Mélenchon, on va peut-être en parler, l'heure est vraiment à des jugements positifs au sein des sympathisants de la gauche. Justement, on va en parler. On a regroupé un peu les personnalités de gauche. On va voir ça avec le petit chiffre que vous allez voir devant. Ah ben, voilà. Bon, c'est pas, je vais pas vous expliquer, c'est pas celui-là. Sur les personnalités de gauche, on voit l'ordre. Du coup, juste pour que ce soit clair, Jean-Luc Mélenchon, il est 21e dans le baromètre. Hein. C'est ça, il arrive en queue de classement. Voilà. Et Raphaël Glucksmann, il est 4e. Donc il y a un écart énorme entre les deux. Est-ce que quand on voit le classement, c'est la prime à la ligne anti-Mélenchon? Oui, c'est clair. Jean-Luc Mélenchon, effectivement, il a fait 22% à l'élection présidentielle. C'est quelqu'un qui est très bon sur les élections nationales, qui effectivement tire la gauche à lui, sauf que là, tout a changé. Et aujourd'hui, il est devenu un repoussoir. Alors, il essaye effectivement de dire, mais j'ai cet acquis, moi, des 22%, et je peux être celui qui ouvre les portes. Localement, nous, on voit que c'est plutôt un frein, c'est-à-dire qu'il a son socle très fort des électeurs insoumis, mais en dehors, il a du mal à attirer hors les électeurs insoumis quand il y a d'autres propositions à gauche. Erwan. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment au-delà des frontières de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon n'est non seulement pas populaire, mais en plus, il fait figure de repoussoir. Il y a 8 sympathisants écologistes et 8 sympathisants socialistes sur 10 qui nous disent qu'il est un handicap pour son camp en vue des élections législatives. Et si on regarde sa cote de popularité dans le détail auprès des sympathisants de la gauche, on a vraiment la version radicalisée de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire 74% de cote d'adhésion chez les sympathisants LFI, mais seulement 12% chez les sympathisants PS, 11% chez les sympathisants écologistes, avec lesquels le divorce est non seulement consommé, mais en tout cas souhaité visiblement par les sympathisants non insoumis. On va regarder l'intérêt de des Français pour ces législatives, Alex. 81% des Français déclarent s'intéresser à ces élections législatives. C'est 19 points de plus que pour les dernières élections européennes et c'est quasiment le même niveau d'intérêt que pour l'élection présidentielle 2022. Et quand on regarde le pronostic des Français pour ces élections, eh bien 56% d'entre eux pensent que le Rassemblement national sera majoritaire à l'issue de ce scrutin. 24% estiment que ce sera le nouveau Front populaire et 18% pensent que c'est la majorité présidentielle qui va l'emporter.
On va parler d'abord de l'intérêt. 81% des Français qui disent s'y intéresser, c'est un chiffre énorme. Est-ce que ça laisse présager d'une forte participation ? C'est le même niveau que pour la présidentielle de 2022 et on est vraiment sur des législatives sous forme de présidentielles qui ne disent pas leur nom. Et c'est assez intéressant parce que ça fait 27 ans que les Français n'avaient pas eu la possibilité de changer de majorité à l'Assemblée en cours de mandat. Ce moment démocratique est vraiment saisi au bon par les Français qui sont très politisé. On voit des expressions, des consignes de vote qui viennent des influenceurs, youtubeurs, des joueurs de foot. C'est vrai qu'il y a vraiment une implication à 360 de la société française. On le retrouve dans ce 81% d'intérêt pour l'élection et ça va nécessairement se ressentir en termes de participation. Notre indicateur de participation donne aujourd'hui 64% des Français qui pourraient aller voter au premier tour des élections législatives. Ça peut encore monter dans la dernière semaine. On peut espérer atteindre les 68% de l'élection législative de 97, où l'enjeu était assez voisin. C'est vraiment une dynamique nationale qui est très intéressante parce que les Français sont très intéressés par cette élection. On pourrait être quasiment 15 points au-dessus des élections européennes qui ont eu lieu, comme on le disait, il y a 2 semaines. Donc il y a vraiment un élan démocratique et un intérêt pour cette élection qui sont très massifs. Nathalie. Ah oui, surtout pour les journalistes politiques, j'allais dire. C'est une campagne absolument passionnante parce que, bien qu'elle ne dure que 3 semaines, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est une campagne sur le fond. C'est-à-dire que tous les 3 blocs, c'est-à-dire le bloc central, le bloc de gauche et le bloc de droite, ont présenté des programmes, les ont chiffrés, on les regarde, on les compare, etc. Le président de la République lui-même demande que les Français regardent les programmes. Donc j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une campagne au fond. C'était notamment le cas en 2022. En 2022, on était tous saisis par la guerre en Ukraine. Donc du coup, on était plutôt sur une légitimation du président de la République sortant. Et là, pour la première fois, même si c'est très très rapide, on est sur le fond. Donc je trouve ça effectivement... Oui, c'est un grand moment de repolitisation nationale qui est très intéressant à suivre. Et Alex le disait, le pronostic des Français met le RN en tête. Oui, alors ça apporte 2 informations. La première, c'est déjà qu'il n'y a pas de suspense dans l'esprit des Français. Ils sont quasiment 6 sur 10 à voir le RN gagner. La victoire est anticipée. Et ça dit beaucoup aussi de la désactivation du Front républicain, parce que finalement, ce qu'on mesure dans les intentions de vote, c'est quand même le Rassemblement national qui caracole en tête, alors même qu'il est annoncé aux portes du pouvoir et que les Français en sont conscients. C'est un résultat qui est quand même intéressant à prendre en compte. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans le sondage que vous sortez et qu'on publie aujourd'hui, c'est effectivement cette notion de faire barrage de Front populaire. Ah, mais on va en parler. Voilà. Vous êtes parfaite. Alex, allez-y. Et alors justement, on va parler des motivations des électeurs dans ce scrutin législatif, avec 47% des Français qui justement votent pour faire barrage au nouveau Front populaire, 44% votent pour faire barrage au gouvernement et 41% des Français vont se déplacer dimanche pour faire barrage au Rassemblement national, le RN qui a un vote d'adhésion plus fort que ses adversaires. 35% des Français vont voter pour soutenir le RN, 27% pour soutenir le nouveau Front populaire et 23% en soutien au gouvernement actuel. Et on va revoir Il y a une autre question qui a été posée, c'est que pensent les Français d'une majorité RN aussi. Et oui, 42% estiment que ce serait une mauvaise chose d'avoir le Rassemblement national avec une majorité à l'Assemblée et un gouvernement. Et 57% estiment que ce serait soit une bonne chose, soit la normalité dans l'alternance démocratique, c'est-à-dire ni une bonne ni une mauvaise chose. Oui, parce qu'avant, on va parler du barrage, promis Nathalie, mais les Français, ils pronostiquent une victoire du RN, mais on a l'impression qu'ils la souhaitent pas vraiment. Il y a un peu un paradoxe dans tout ça. C'est vrai que pour nous, c'était intéressant de poser cette question cette semaine sur l'acceptabilité sociale de la victoire du RN, parce que ça va être un des grands enjeux de l'entre-deux tours. C'est dans quelle mesure, alors que le Rassemblement national est annoncé aux portes du pouvoir, on retrouve une mobilisation de type Front républicain, des désistements. Et ce qu'on voit, c'est que quand on demande aux Français ce que ça provoquerait chez eux, une victoire du RN aux élections législatives, il y en a 28% qui disent « ce serait une bonne chose, je souhaite la victoire de ce parti », 42%, on est sous la barre des 50% qui disent ce serait une mauvaise chose, mais il y en a 29% qu'on peut qualifier d'électeurs suspendus, qui disent ce serait ni une bonne ni une mauvaise chose, c'est le jeu de l'alternance démocratique. Et c'est cette population-là qui montre que finalement le Front populaire est relativement désactivé et permet au RN d'arriver sereinement au-delà de 50%. Ça peut être la fin du plafond de verre de second tour
auxquels le RN était souvent confronté, c'est-à-dire dans les années 2010, beaucoup de très bons résultats de premier tour, mais une impossibilité à gagner au deuxième tour sur front de Front républicain. Il y a un autre indicateur qui est intéressant, c'est aux élections législatives de 2022. On voyait déjà poindre la désactivation du Front républicain. En 2017, le Rassemblement national n'avait gagné que 7% des seconds tours dans lesquels il était engagé. En 2022, ils ont gagné 43% de leurs oppositions de second tour. Là, on peut imaginer avec cette désactivation et le fait que finalement des électeurs se disent c'est inéluctable, c'est ni une bonne ni une mauvaise chose, ça peut encore se renforcer. C'est des informations qui sont importantes en vue de l'entre-deux tours qui va être forcément chargé sur ces questions. Et sur le barrage, Nathalie, puisque vous avez raison, c'est intéressant. Parmi les trois blocs, c'est le barrage au nouveau Front populaire qui est le plus fort et le barrage au RN qui est le moins fort. Voilà, et c'est la suite de ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'épouvantail Jean-Luc Mélenchon, LFI, puisque le Front populaire, quand il est réactivé, c'est surtout face à la figure contesté de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Quand même sur le Front populaire, sur le vote barrage, je trouve intéressant de voir que c'est l'électorat PS qui est le plus motivé contre le Front national. Donc on voit vraiment qu'il y a une repolitisation du pays. À gauche, le ferment anti-Front national, anti-RN, ça a toujours été quelque chose de très fort et c'est d'ailleurs pour ça que tous les partis de gauche se sont réunis si vite et on voit bien que c'est le PS qui est là-dessus hyper moteur. Donc moi, je trouve ça assez intéressant. Et au niveau des sympathisants de Renaissance, on voit que c'est le vote barrage LFI, enfin nouveau Front populaire, qui est plus fort que celui du Rassemblement national. Si on voulait avoir un chiffre qui résume la normalisation du Rassemblement national, on pourrait prendre celui-là. Sur les électeurs aujourd'hui macronistes, le LFI, enfin le nouveau Front populaire, pardonnez-moi, fait plus peur, en tous les cas, que le Rassemblement national. Oui, c'est vrai que le poids du vote de barrage à gauche existe encore, parce que là on s'intéresse, nous, au report de vote potentiel pour les duels au deuxième tour. Ce qu'on voit, c'est que finalement, 25% uniquement des électeurs de Renaissance disent qu'ils iraient soutenir le nouveau Front populaire face au RN dans un deuxième tour. Alors que les électeurs du nouveau Front populaire, eux, seraient quasiment la moitié à dire qu'ils iraient soutenir Renaissance dans un duel face au RN. Mais c'est vrai que c'est ce que vous dites, c'est qu'on est non seulement de la normalisation du Rassemblement national, en plus des blocs qui sont devenus extrêmement hermétiques et inaccessibles les uns aux autres, ça laisse envisager des seconds tours assez favorables au Rassemblement national. On verra quelles sont les consignes en début de semaine. Ça va être un des enjeux aussi dimanche soir, de voir quelles sont les consignes des différents partis, comment les résultats sont assumés. Mais c'est vrai qu'on s'oriente vers une semaine qui pourrait être sous le sceau du pour ou contre le Rassemblement national et on verra comment les différentes forces politiques réagissent. Donc la réactivation d'un Front républicain. On a entendu Patrick Kanner, qui était notre invité, le président du groupe socialiste ici au Sénat, qui dit il faut être clair, il y aura désistement si un candidat RN peut passer. Oui, mais alors après... ça marche encore auprès des électeurs ? Auprès des électeurs de gauche, ça peut très bien fonctionner. Mais la question, c'est ce que vont faire les électeurs de Renaissance. Parce que la majorité des oppositions de second tour, ça va être des oppositions entre le nouveau Front populaire et le RN. Donc le comportement électoral des électeurs de Renaissance va être à scruter, alors même qu'Emmanuel Macron a quand même beaucoup combattu les extrêmes en les renvoyant dos à dos depuis 2 semaines. C'est exactement la stratégie de la majorité qui est interrogée. On voit que tous les blocs de gauche ont dit, nous, c'est clairement, on se désistera pour l'instant. Renaissance, eux, ils sont dans le vote utile pour le premier tour parce que, effectivement, pour l'instant, ils sont en 3e position partout. Donc, on voit qu'il y a des stratégies électorales très, très différentes. Est-ce que Renaissance se désistera dimanche prochain quand ils seront 3e ? Moi, je fais le pari qu'ils ne le feront pas systématiquement. Ils le feront quand ce sera des candidats PS, des candidats écologistes et quelques communistes, mais je vous fais le pari qu'ils ne le feront pas quand ce sera des électeurs, enfin des candidats insoumis. Un dernier mot, Erwan, là-dessus. Oui, ce sont des choses, des configurations qu'on a déjà vues dans certaines élections régionales. On peut penser à la région Grand Est en 2015 où un candidat socialiste s'était maintenu jusqu'au dernier moment et finalement le vote utile s'était fait pour le candidat LR qui avait finalement remporté la région. Mais c'est vrai que ça fait partie des inconnus et il y a cette question aussi là de Renaissance sur les désistements. Est-ce qu'il va y avoir des consignes générales ou des consignes au cas par cas? C'est autant d'inconnus avant cette grande semaine sur un entre-deux-tours chargé sur les positions des électeurs face au RN. Et ça va nous occuper. Ah oui, ça oui. Allez, on continue. Et ça occupe la presse régionale puisque c'est législative, on va le voir, c'est à la une de beaucoup de nos quotidiens régionaux.
c'est Jordan Bardella qui fait la une de plusieurs quotidiens régionaux aujourd'hui. Le RN s'y voit déjà, titre le journal La Provence. Que promet encore Bardella, se demande le Télégramme, alors que le patron du Rassemblement national a présenté hier le programme qu'il mettrait en œuvre s'il remporte les législatives et est nommé à Matignon. Jordan Bardella s'est même avancé sur les questions de défense et de politique étrangère, qui font normalement partie des prérogatives du président de la République, même si la Constitution n'est pas très claire sur ce point, ce qui pourrait entraîner très vite un bras de fer entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella sur la politique européenne et le soutien à l'Ukraine. L'homme fort du Rassemblement national a promis, je cite, un Big Bang de l'autorité à l'école, avec interdiction des téléphones portables dans les collèges et lycées, vouvoiement obligatoire des enseignants et poursuite de l'expérimentation de l'uniforme. L'occasion pour le journal Midi Libre de comparer les programmes des partis sur l'éducation dans cette campagne législative. Le nouveau Front populaire promet de son côté d'augmenter les salaires des personnels éducatifs et de réduire les effectifs des classes pour passer en dessous de la moyenne européenne des 19 élèves par classe. Le camp présidentiel, lui, souhaite renforcer la laïcité à l'école ainsi que l'autorité des professeurs sur leurs élèves à travers un contrat conclu avec les parents. Et dans ces législatives, le Dauphiné libéré pour les journaux des bras s'intéresse au vote des quartiers populaires. Et oui, c'est le sentiment de lassitude envers la politique qui domine dans ces quartiers. Un habitant d'un quartier de Grenoble témoigne, je le cite, « Dans les quartiers, on s'est tous fait avoir par les beaux discours ces dernières années, mais les MJC, les maisons des jeunes et de la culture, ferment les unes après les autres. Les gamins traînent dehors, faute de structure. C'est l'écœurement des jeunes des quartiers qui ne sont pas sûrs d'aller voter. Un père de famille l'explique. Ici, les jeunes n'ont pas de haine, mais ils ont intégré les inégalités et le déséquilibre social comme un constat. » On va dans les Alpes-Maritimes, à Saint-Martin-Vésubie, qui est de nouveau touché par des pluies torrentielles. Oui, le cauchemar recommence. C'est à la une de Nice Matin. De fortes précipitations ont causé d'importants dégâts dans cette commune qui avait été ravagée en 2020 par les tempêtes Alex et Aline. Hier, le village de Saint-Martin-Vésubie s'est retrouvé sous les eaux. 45 personnes ont été évacuées. Les gravats, l'eau, la terre passent par-dessus les ponts qui menacent de céder et d'enclaver à nouveau ce village. On termine par la une de l'Alsace. Le dernier match de poule de l'équipe de France aujourd'hui. Et oui, la France affronte ce soir la Pologne à 18h à Dortmund. Alors les Bleus sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale mathématiquement. Mais l'enjeu de ce match, c'est d'obtenir la première place du groupe et de ne pas tomber sur des grosses équipes en huitièmes de finale. Kylian Mbappé devrait faire son retour parmi les titulaires. Merci Alex, on suivra évidemment le match et on suivra Nathalie, je sais qu'on va le suivre ensemble, le débat ce soir. Et oui. Premier débat des législatives et on va longuement y revenir demain. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Erwan d'être venu. Merci Alex, merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public. On se retrouve demain. Très bonne journée.